Bonjour à vous, Claire Berest. Donc nous avons installé ensemble un petit dispositif à partir duquel nous allons mener notre échange. Alors, avant de le commencer, donc je vous présente en quelques mots. Donc vous êtes écrivaine, je ne sais pas comment vous préférez qu'on le dise. Alors, il faut peut-être allumer. On va le pousser vers le haut. Appuyer sur le bouton. Bonjour voilà. à tous et à toutes. Personnellement, je préfère écrivain parce que je pense qu'il n'y a pas toujours besoin de marquer ni le féminin ni le masculin, mais rester dans une neutralité qui permet à l'imagination, de prendre sa place. Exactement. D'accord, très bien. Donc vous êtes écrivain, vous avez publié votre premier roman qui s'appelait Mikado et qui a été suivi de 2 autres, L'Orchestre vide et Belle Vue, tous chez Stock d'ailleurs, je crois. Non, peut-être pas le premier. Non, j'ai commencé chez un petit éditeur qui s'appelle Léo Cher. Oui, tout à fait. Pour mes 3 premiers livres. D'accord. Puis un autre petit éditeur qui s'appelle Plein Jour, qui permet aux auteurs de s'emparer de sujets du réel, parce que c'est aussi le travail des auteurs de se poser des questions sur l'époque dans laquelle on vit. Et après, je suis venue chez Stock. D'accord. Pour les 2 derniers livres. Pour les 2 derniers livres, et notamment celui-ci, Gabriel, à l'orthographe assez particulière. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler au fil de cet échange. Un ouvrage, j'ai pas dit roman, j'ai pas dit essai, je ne dis rien pour l'instant, que vous avez coécrit avec votre sœur, Anne Berest, et qui est consacré à votre arrière-grand-mère, une figure alors à la fois connue dans le monde de l'histoire de l'art, qui avait une place importante, mais étrangement méconnu dans votre famille, peut-être occulté. On en parlera. Oui, vous pouvez. Dites-en un mot si vous le souhaitez. Parce que c'est intéressant. Après, chaque lecteur s'empare d'un livre et a sa vision. Donc, ce que vous dites est tout à fait pertinent, mais je suis pas tout à fait d'accord. Donc, je me permets d'intervenir. C'est que Gabrielle Buffet, elle était méconnue dans le monde de l'art. Elle apparaît peu ou pas dans nos recueils d'histoire de l'art, dans tous nos livres qui nous retracent l'histoire notamment du XXe siècle. Elle est totalement dans l'ombre. Et justement, ça a été une gageure avec ma sœur Anne, c'était d'exhumer, de déterrer, de mettre en lumière une femme qui avait été probablement aussi mise de côté parce que l'histoire a été écrite par des hommes pendant très longtemps et pour des hommes. Mais par ailleurs, et c'est là la complexité de Gabrielle, c'est qu'elle-même ne souhaitait pas être dans la lumière. Donc il y avait un double mouvement de l'obliger à revenir sur le devant de la scène parce que sa vie nous éclaire beaucoup et sur notre histoire et puis aussi sur les destins de femmes courageuses, atypiques, iconoclastes, mystérieuses. Je vous redonne la parole. Merci Claire, mais vous avez bien tout à fait raison de l'apprendre. Cette arrière-grand-mère, je disais qu'elle avait été méconnue dans votre histoire familiale. Quand saviez-vous, quand perceviez-vous avant d'écrire ce livre, avant le déclic qui vous a amené à écrire ce livre ? Alors, avec Anne, ma sœur, donc je vais souvent dire nous, pas par coquetterie, mais parce que nous avons écrit ce livre à 2. C'est réellement... Voilà. Nous ne savions absolument rien sur Gabrielle Buffet. D'accord. Nous savions que c'était le nom de notre arrière-grand-mère, uniquement, qu'elle avait été mariée à un peintre, mais c'était un sujet totalement tabou dans notre famille. Il y avait un voile noir qui venait obstruer tout ce pan-là de la vie de ma mère, puisque ce sont ses grands-parents. La seule chose donc, que nous avions compris petite fille, quand par exemple nous étions dans une librairie et que ma mère donnait son nom pour commander un livre par exemple, et elle disait Picabia, et ça arrivait que les gens disent « Ah, est-ce que vous êtes de la famille du peintre ?» Et là, ma mère se fermait, disait oui, et on changeait de sujet. Donc on avait compris qu'il y avait un peintre dans la famille, mais que ma mère ne voulait pas du tout en parler. Et nous avions entendu la mention du nom de son épouse, Gabrielle Buffet, avec un seul mot de notre mère, la terrible Gabrielle. Point. Donc voilà, nous sommes partis de là avec Anne. Comme souvent, on a tous des histoires dans nos familles, des squelettes dans le placard, voilà, des histoires complexes qui font aussi ce que nous sommes, nous. Et avec Anne, nous avons dû partir littéralement dans une enquête, comme de quelqu'un avec qui nous n'aurions eu aucun lien.
pour le coup, et d'ailleurs très vite ce lien qui était l'origine de cette envie d'écrire, on l'a très vite oublié parce que Gabrielle était tellement surprenante que finalement, peu importe que nous étions ses arrière-petites-filles ou quoi ou qu'est-ce, nous avons eu envie de comprendre la femme qu'elle avait été parce que manifestement, elle avait beaucoup de choses à nous dire, à nous, même en 2018. Voilà. Mais nous ne savions absolument rien. Alors après, l'origine latine, l'étymologie de rien, c'est res, qui est la chose. Oui. Donc voilà, dans le rien, il y a aussi beaucoup de choses à déterrer, c'est certain. Alors, eh bien, écoutez, on va essayer de les déterrer ensemble, puisque à la lecture de votre livre, j'ai sélectionné certains mots. On va voir comment vous réagissez par rapport à ces mots ou expressions, voire à ces noms, et ce qu'ils évoquent pour vous. Et c'est ainsi que, pièce par pièce, ça va être un puzzle, effectivement, il va y avoir des allers-retours, mais je vous propose de tirer au sort, puisque c'est une méthode qui n'aurait peut-être pas déplu à votre arrière-grand-mère, de tirer au sort ce dont nous allons pouvoir parler. Je vous laisse Je n'ai jamais fait ça, et je trouve que c'est un dispositif tout à fait ludique et astucieux, et pour le coup, effectivement, je pense que ça aurait plu à Gabrielle et Francis Picabia, parce que c'est un peu dadaïste, oui. Et c'est aussi, effectivement, de reconstruire un puzzle, ce qui est exactement ce livre, donc voilà, je trouve ça amusant. Alors, bon, donc je tire un papier, c'est ça ? Allez-y. Très bien. Alors, 1915, Mission Picabia. Bon. D'accord. On est un peu tard dans leur histoire déjà, mais c'est le hasard qui a déterminé les choses. 1915, on est en pleine guerre. Picabia est un homme valide. Que se passe-t-il ? Oui, alors effectivement, Gabrielle et Francis sont ensemble depuis fin 1908, donc c'est déjà un couple installé, ils ont déjà des enfants. Pour contextualiser un petit peu, donc Picabia est peintre et jusqu'à ce que la guerre éclate en 14, il y a une émulation dans le milieu des arts qui est absolument démente, avec des passerelles entre toutes les disciplines, la poésie, la musique, la peinture. On est au moment où on va faire le grand feu, la table rase de tout ce qui a précédé, de l'impressionnisme, de tout, pour aller vers le cubisme et l'abstraction. Et tous ces jeunes gens dont on parle dans le livre avec Anne, Picabia, mais aussi Duchamp, Apollinaire, Picasso, Braque, toute la bande, c'est avant tout une joyeuse bande de galopins, j'y arrive au papier, une joyeuse bande de galopins qui font les 400 coups, qui ne respectent aucun code, et sans doute tant mieux, et qui, jusqu'en 14, sont dans une sorte de pleine puissance de tout déconstruire, de tout repenser. Moi, ma théorie, c'est que aussi grâce à Gabrielle Buffet, qui est une visionnaire. Mais donc, il faut imaginer effectivement que 1914, c'est le coup près. Mon avis à moi, c'est qu'on tendance à oublier aussi que l'Europe va traverser une boucherie sans nom. Ils n'en ont pas conscience parce qu'on regarde toujours l'histoire avec de la distance et c'est facile pour nous d'avoir une vision là-dessus a posteriori et d'avoir des jugements, en tout cas des opinions. Mais de fait, et Francis et Duchamp, dont il est très proche à ce moment-là avec Gabrielle, ils forment une sorte de couple à trois à ce moment-là. La guerre arrive, ils sont complètement antimilitaristes, évidemment. Ils ne veulent ni s'y intéresser, certainement pas y participer. Ce qui est amusant, c'est qu'ils forment aussi un quatuor avec Guillaume Apollinaire. Moi, personnellement, je suis tombée amoureuse de Guillaume en écrivant ce livre. Oui, ça ne m'étonne pas. Oui, je le savais, voilà, j'en étais sûre. Un coup de foudre pour lui. Je ne voulais pas écrire sa mort parce que je ne voulais pas qu'il meure, tout simplement. Et nous le savons, Guillaume Apollinaire, lui, qui n'a pas la nationalité française, décide de s'enrôler immédiatement et d'aller combattre. Marcel Duchamp et Picabia ne veulent surtout pas aller combattre. Et on sait, nous, aujourd'hui, qu'il y a eu beaucoup de très grandes amitiés de créateurs qui ont volé en éclats par leur choix politique dans ce type de période. On sait par exemple Braque et Picasso, qui étaient comme des frères et de création et d'amitié. L'un est parti combattre, Braque, et l'autre non, Picasso. Et après la guerre, ça n'a plus jamais été la même chose. Donc il faut se rendre compte de ce schisme-là. Et effectivement, 1915, Mission Picabia. Alors, donc, notre Guillaume Apollinaire, lui, va combattre. Pour la petite anecdote, quand il remplit son papier parce qu'il veut devenir soldat, il ne sait pas trop quoi écrire comme qualité. Il met « je sais un peu tirer, un peu monter à cheval ». Je suis infiniment touchée par cette velléité de trouver quelque chose d'utile. Bon, ça c'est Guillaume. Duchamp, lui, est réformé, et alors qu'il est beaucoup plus jeune que Picabia, mais il est réformé. Alors les sources
ne concordent pas toutes. Il y en a dit une faiblesse de cœur. Un peu trop maigre. Voilà, il y a différentes sources. Il est réformé. Lui, il va faire sa vie à New York. Il va, de fait, aller faire la fête à New York. Et Picabia, lui, n'est pas réformé. Donc, il faut combattre. Et c'est là où notre Gabrielle intervient toujours. Parce que du coup, comme c'est un puzzle, je ne vous ai pas trop parlé de Gabrielle, mais Gabrielle Buffet, elle sera une sorte d'alma mater pour son mari, Francis Picabia, une mère nourricière. Elle sera tout. Elle sera la sœur, l'amante, la mère, la muse, l'organisatrice, une sorte de figure totale, alors que Picabia est une sorte de gros enfant dévorateur, d'ogre maniaque, qui collectionne les excès, les femmes, les drogues, les voitures, voilà, les on va peut-être y venir d'ailleurs à tous ces excès. Mais donc imaginez lui devoir aller combattre, c'est d'autant plus quand on voit un peu le personnage, et Gabrielle trouve des solutions. Et une des premières solutions, elle lui trouve un poste de chauffeur pour un haut gradé, qui très vite se rend compte que s'il continue à avoir ce chauffeur, c'est pas au front qu'il va mourir, mais c'est d'un accident de voiture. En plus, ce chauffeur se permet en permanence de dire à quel point les gens qui font la guerre sont tous, pardonnez-moi l'expression, des gros cons. Donc très vite, on sent que là, soit ça va être la prison militaire ou l'accident. Et Gabrielle trouve une autre astuce, c'est la fameuse mission Picabia, si je puis dire. On lui dégote d'aller mener des tractations à Cuba, puisque Picabia est entre autres d'origine cubaine et espagnole, et on lui trouve donc il faut qu'il aille faire des tractations de mélasse et de sucre avec l'ambassade à Cuba. Très bien. Gabrielle le laisse partir en se disant il est cadré. Le temps passe un petit peu, elle n'a pas de nouvelles parce que Duchamp, lui, est parti, Picabia est parti aussi. Elle, Gabrielle, il faut le savoir, elle reste en France et elle décide, comme beaucoup de femmes à l'époque, d'offrir ses services à la Croix-Rouge et de soulager tous les blessés qui reviennent par wagon entier. Elle n'a pas trop de nouvelles et à un moment donné, elle va recevoir une lettre de Francis. Elle se dit, très bien, je vais savoir un peu ce qui se passe. Elle était quand même un peu inquiète. Et il lui explique qu'il est à New York, qu'il a plein d'idées, il est en train de monter une galerie, il veut faire une exposition, et il aurait besoin, si c'est possible, qu'elle lâche tout pour lui apporter des tableaux. Et là, elle se dit, ok, très bien, il n'est jamais allé à Cuba, la mission, on ne sait pas où est-ce qu'elle en est, il est en train de monter une galerie à New York. Bref, elle va quand même prendre le bateau pour aller voir ce qui se passe. Et c'est donc la mission Picabia de 1915. Voilà, qui va décider d'ailleurs, qui aura une certaine influence sur la carrière de Picabia. Un autre petit, papier, je remélange à chaque fois. Voilà, non, c'est pas possible. Alors celui-ci, par exemple. Marcel Duchamp. Marcel Duchamp. Voilà. Dans ce couple, quelle place occupe-t-il? Alors, donc, Marcel Duchamp, il faut... Pour moi, il y a sorte deux personnalités en lui. Il y a Marcel et il y a Duchamp. C'est-à-dire que quand il arrive à Paris, il vient de Normandie, il monte à la capitale, notamment parce que ses deux grands frères y sont déjà, qu'ils sont artistes, l'un peintre et l'autre sculpteur, et que le petit frère, il y a aussi une sœur artiste, c'est une fratrie où les 4 enfants décideront de s'occuper d'art. Et le petit frère monte à la capitale sans bien savoir exactement ce qu'il a en lui. En tout cas, il y a des choses à faire, il y a des choses à dire. Pour moi, là, on est dans l'époque Marcel. Il est très timide, très introverti. Il est idéaliste, il est plutôt calme. C'est quelqu'un qui a des facilités en dessin, en peinture, mais qui a déjà une sorte d'intelligence abyssale qui fait que chaque chose qu'il voit est à travers 1000 filtres qui les font voir d'une autre manière. Et c'est ce qui va aussi lui permettre de devenir un peintre tout à fait étonnant et quelqu'un qui va d'ailleurs après complètement cesser de peindre, un peu comme Rimbaud. C'est des gens qui ont des telles fulgurances qu'à un moment donné, en fait, ils épuisent leur fulgurance et ils peuvent même plus créer. Et je trouve qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre les deux. Mais donc là, il y a le jeune Marcel qui arrive et donc il va rencontrer un peu par hasard d'abord Gabrielle Buffet. Il se retrouve devant une galerie où lui, Marcel, discute avec le galeriste Edelbert et Gabrielle, qui s'occupe de tout, est venue apporter des tableaux de Picabia parce que Picabia est trop fatigué, trop malade, trop d'excès.
faut savoir que Picabia avait probablement une personnalité maniaco-dépressive, ça n'était pas théorisé comme ça à l'époque, ou bipolaire, et qu'il avait des phases très hautes, des phases très basses, et Gabrielle gérait un petit peu tout le bazar. Elle croise ce jeune homme, beau à tomber par terre, avec des yeux où elle ne perçoit même pas l'autre rive au fond des yeux gris. Et elle sent immédiatement, parce que la qualité de Gabrielle, c'est de saisir chez les autres des dons avant même que les autres s'aperçoivent peut-être de leur qualité. C'est une accoucheuse. C'est une accoucheuse, exactement, une accoucheuse de talent, et quelqu'un qui pousse les gens dans leur retranchement pour faire ce qu'ils ne pensaient pas être capables de faire. Et elle croise ce jeune Marcel, qui a été refusé de l'école des Beaux-Arts, qui traîne à Paris, qui fait un peu la fête, mais qui reste quand même dans son coin parce qu'il est relativement timide. Et il y a une sorte de coup de foudre entre les deux. Lui, il est face à cette femme nettement plus âgée, et déjà ça comptait à l'époque, qui a déjà eu des enfants, qui, en lui parlant une seconde, lui découvre un monde qu'il ne connaît pas, un monde féminin qu'il ne connaît pas, et immédiatement, elle lui propose de venir rencontrer Picabia, de venir dîner chez eux. Et ça, c'est quelque chose d'important pour comprendre Francis et Gabrielle, c'est qu'ils ont besoin d'aimer tout à deux. C'est que quand l'un rencontre quelqu'un ou vit quelque chose, on ne peut pas le vivre complètement intensément s'il n'est pas partagé par Gabrielle ou Francis. Elle veut immédiatement le présenter à Francis. On aime, on partage. On vit ensemble, on vit tout ensemble. Et le trio s'installe immédiatement. Il y a un coup de foudre à trois, où ils vont s'aimer, et l'âme, et le corps, et le cerveau. Et ce qui est amusant, c'est que Marcel Duchamp va tomber raide amoureux de Gabrielle, mais presque comme une figure platonique, une déesse totale, éthérienne, tellurique et intellectuelle, et elle va être une sorte de muse absolue. Et on va le voir parce qu'à partir de cette période-là, et le travail de Francis et le travail de Marcel Duchamp se répondent en écho en permanence. Et dans tous ces tableaux, au centre, il y a la femme totale qui est Gabrielle. Et si jamais vous lisez le livre, vous verrez jusqu'où Marcel Duchamp va aller pour cet amour platonique, et je dirais presque platonicien, avant que plus tard les corps s'en mêlent, évidemment, puisque le corps se mêle toujours de tout. Effectivement, il doit bien intervenir à un moment ou à un autre. Un autre petit papier ? Je prends le premier devant. Voilà. Alors, voiture. Okay. Il y en a un qui est proche, qui est vitesse. Donc, on va faire voiture et vitesse. Voiture et Qu'est-ce vitesse. Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est deux pistes différentes, mais oui, on peut les associer. Alors, début du XXe siècle, les voitures, c'est un objet, ce sont des objets rarissimes. Elles sont fabriquées à façon. On le comprend dans votre... à façon, c'est-à-dire que quand on a un projet de voiture, un projet d'achat de voiture, on va la concevoir presque pièce par pièce, comme de l'architecture. On part du moteur, on discute de chaque élément. Alors, moi, je connais rien aux voitures, mais voilà, on part du moteur et on va concevoir tout à partir du moteur, l'extérieur, l'habitacle. Comme une véritable maison, ça coûte des fortunes. Il n'y a pas d'idée de code de la route ou de signalisation, puisqu'il y a peu de voitures. Et donc, si vous voulez, quand on voit une voiture arriver, notamment Gabrielle, avant de rencontrer Picabia, elle va entendre un bruit assourdissant arriver dans son jardin. Et si Picabia qui débarque en voiture, ça fait le même effet que si nous, on entend un hélicoptère qui se pose sur notre gazon. C'est-à-dire que c'est très étonnant, c'est déjà futuriste. Donc, il y a très peu de voitures. Les quelques voitures qu'il y a tombent en panne en permanence, créent des accidents régulièrement. Et il se trouve que Francis Picabia est un fou collectionneur de voitures, qu'il en aura probablement, avec les comptes qu'on recoupe, entre 140 et 150 dans sa vie. Vous imaginez que nous, qui avons des voitures, déjà, on n'atteint probablement pas ce nombre-là. Je n'ai personnellement pas le permis, mais j'imagine que si je l'avais, je ne crois pas que j'aurais 150 voitures dans ma vie. Donc il faut imaginer, à l'époque, alors que c'est un objet rarissime qu'il faut concevoir et qui coûte tant d'argent, Picabia, qu'est-ce qu'il aime dans les voitures ? Pourquoi il les collectionne ? Alors après, il collectionne aussi les femmes, il collectionne aussi les excès. Il y a effectivement dedans l'élément de la vitesse, qui est une drogue totale. C'est là où je rejoins votre association. Pourquoi alors, au-delà des sensations physiques, Picabia, il a cette particularité d'être complètement inconstant, contrairement à Gabrielle, qui est beaucoup plus calme. Et donc, il peut changer d'avis, d'envie, de désir en une seconde. Et une des choses qui le caractérise très souvent, c'est de dire
au milieu d'un dîner, au milieu d'un vernissage, au milieu d'un rendez-vous de travail, de se lever et de dire on part en Bretagne, on part en Normandie, on part dans le sud, là, maintenant, tout de suite. Et sa voiture lui permet ses échappées permanentes et ses possibilités de tout plaquer au sens propre comme au sens métaphorique. Et donc ça, voilà, c'est le voyage par excellence, c'est la voiture. À l'époque, voyager, c'est pas évident. Et Gabriel et Francis, ils vont voyager toute leur vie. On a l'impression qu'en un claquement de doigts, ils se retrouvent à New York, ils se retrouvent en Espagne, à Barcelone, en Suisse. Mais en fait, nous, quand on se pose 2 secondes et qu'on y réfléchit, chaque voyage, c'est des jours et des jours, c'est des organisations démentielles. Donc, être dans ce déplacement mouvement permanent et dans cette vitesse, d'une manière, dit quelque chose de ces gens-là, par ailleurs. Il y a aussi une chose, c'est que on est à l'époque où va naître le mouvement du futurisme, notamment avec Marinetti, qui le théorise. Gabrielle, elle n'aime pas trop Marinetti et tout ce mouvement-là, parce que c'est un mouvement qui est quand même très misogyne. Oui, elle perçoit vraiment le machisme. Où les femmes sont vraiment laissées pour compte, et puis aussi très pro-militariste sur certains aspects. Mais ça a été récupéré par les fascistes italiens. Ça a été récupéré par les fascistes, absolument. Mais Picabia lui trouve ça fascinant, et c'est vrai que c'est un moment donné où la vitesse devient une sorte d'idée de nouvel horizon. Il faut aller vite, il faut tout effacer, il ne faut pas garder, il faut déplacer, il faut balayer. Et la vitesse est vraiment une incarnation d'une énergie de ces artistes au début du XXe, encore une fois, avant le couperet de la guerre de 14, qui va calmer tout le monde. Effectivement, à la lecture de votre livre, on ne peut s'empêcher d'imaginer, et si la guerre n'avait pas eu lieu, qu'est-ce qu'il en aurait été si ces mouvements, toutes ces avant-gardes avaient pu continuer de s'exprimer de la même façon, avec la même énergie, effectivement, le même bouillonnement, le même croisement. C'est aussi des croisements entre les arts. Peut-être qu'on y viendra, mais Gabrielle elle-même est musicienne. Elle vit avec un peintre, mais elle est musicienne. C'est aussi quelque chose d'important. Voilà, ce bouillonnement, effectivement, va être, comme vous dites, coupé net avec l'arrivée de la Grande Guerre. On va peut-être continuer à tirer... Alors, cerveau érotique. Un cerveau érotique. Alors ça, c'est très particulier. Oui, alors c'est Francis Picabia qui dit cela de sa femme, de Gabrielle Buffet. Il prévient les hommes, il leur dit attention, ma femme a un cerveau érotique. Par la puissance de son esprit, elle met tous les hommes à genoux. Et alors, Picabia était adepte des bons mots. D'ailleurs, il a fait des recueils d'aphorismes. C'était quelqu'un, alors ça n'existait pas le terme, mais qui aimait la punchline, qui pouvait dire tout et son contraire, du moment qu'une phrase pouvait être assassine ou sublime ou permettait de tout remettre en question. Et donc ça, c'est un de ses bons mots, c'est le cerveau érotique de Gabrielle. Du coup, ça va me permettre peut-être de dire 2-3 mots sur elle, plus spécifiquement, par rapport à ce puzzle. Gabrielle, c'est une femme qui, dans une famille relativement classique, et bien comme il faut, un père militaire, une mère femme au foyer, c'est une petite fille qui grandit avec en elle et dans son âme la révolution. Et je ne parle même pas de rébellion, elle a une âme de révolutionnaire. Au sens géométrique du terme. Exactement, presque au sens géométrique du terme. Et sa première révolution va être la musique. C'est-à-dire qu'elle ressent très très jeune, mais presque de façon physique, la musique en elle, le son, l'appel du son. Et au-delà de l'idée d'être interprète, puisque ça va être une très très bonne pianiste, une très grande pianiste, ce qu'elle ressent, c'est le besoin de créer la musique. Mais alors à une époque où pour une femme, être compositrice, ce n'est absolument pas envisageable. L'idée même d'ailleurs que Dieu ait pu donner la capacité d'abstraction à une femme est encore quelque chose dont on n'est pas sûr à l'époque. Et Gabrielle, et moi c'est quelque chose qui me fascine chez elle, c'est pas forcément une féministe au sens où elle va théoriser des luttes pour en faire profiter toutes ses sœurs. C'est une femme qui ne se pose pas la question des limites et des carcans qu'on voudrait bien imposer à son sexe. Simplement, elle décide qu'elle, il n'y en aura aucun de carcan. Et alors qu'à l'époque, il faut vite, quand on est une jeune fille, se marier, avoir des enfants, Gabrielle décide qu'elle n'aura ni mari ni enfant, et elle explique à ses parents qu'elle rentrera en école de musique. Elle va rentrer à la Schola Cantorum à Paris, une école qu'on
qu'on dira après coup d'avant-garde, parce que justement qui ouvrait aux femmes et qui ouvrait aussi aux pensées nouvelles de la musique. Elle va rentrer coûte que coûte, et surtout elle va rentrer seule femme dans la classe de composition qui n'était pas ouverte aux femmes. Et effectivement, c'est un pari du directeur de la classe, oui, Vincent Dindy, voilà. dont on peut... Pour les mélomanes, Vincent Dindy, c'est un nom qui a compté dans l'histoire de la musique. Moi, que je ne connaissais pas avant de me plonger dans la vie de Gabrielle. Mais cet homme-là va faire un pari sur cette femme parce qu'il sent une intelligence hors norme. On en revient au cerveau. Et les gens qui ont côtoyé Gabrielle avaient tous cette idée de cerveau supérieur. Mais pas supérieur dans une forme de hiérarchie. C'est juste qu'on n'en croise pas tous les jours quelqu'un qui a une telle capacité de synthèse, de vision, d'étonnement et de pousser les autres beaucoup plus loin qu'ils ne pourraient aller. Et c'est vrai que Gabrielle va faire ses 10 ans de musique extrêmement pointus, va même aller en Allemagne, à Berlin, suivre les cours de Busoni. Pareil pour les mélomanes, ce sont des noms très importants. Juste aller à Berlin, seule, à 25 ans, au début du siècle, sans chaperon, sans être mariée, c'est presque pire que d'être une prostituée à l'époque. D'être une phase de mauvaise vie. D'une audace folle. Et elle y vit, elle y étudie, elle y travaille aussi, puisqu'il faut gagner sa vie. Elle joue dans des bastringues, parce que ce qu'elle sait faire, c'est jouer de la musique. C'est marrant parce que c'est une femme qui, pour le coup, jusqu'à sa rencontre avec Picabia, ne s'intéresse pas du tout aux hommes, autrement que par les conversations intellectuelles qu'elle pourrait avoir avec eux. C'est une femme qui ne se laisse absolument pas courtiser, qui n'a aucune coquetterie, qui estime une bonne fois pour toutes qu'elle se trouve de toute façon laide et que le corps n'a aucune importance, donc elle ne se met absolument pas en avant. Bon, et jusqu'au moment où il va y avoir, comme un accident, la rencontre avec Picabia. Et là, elle va, et c'est assez étonnant, arrêter de la musique du jour au lendemain, après 10 ans à s'être battue dans un milieu qui ne faisait pas de place aux femmes. Elle va brûler toutes ses partitions et elle va mettre son fameux cerveau érotique au service de la création d'un autre qui sera donc Francis Picabia. C'est la particularité de cette femme. Là, je dévoile un peu ce qu'il y a dans les autres petits papiers. Avec cerveau érotique, on aurait pu associer âme de metteur en scène aussi. Hein. C'est ce que vous dites à un moment. Inspiratrice, mais est-elle créatrice ou s'est-elle laissée créer elle-même ? J'ai employé le terme d'accoucheuse tout à l'heure. Elle semble être là et aimer l'ombre et n'être là que pour faire, encore une fois, accoucher les autres d'eux-mêmes, leur laisser le plaisir de l'ego en pleine lumière, mais être à la fois metteur en scène, chef d'orchestre, mais en coulisses. Oui, c'est quelque chose... au début, avec Anne, quand on travaillait sur elle, on se disait, peut-être avec un atavisme de féministe que nous sommes, voilà encore une femme qu'on a laissée dans l'ombre, qu'on a étouffée, dont on n'a pas voulu reconnaître les talents. Et on s'est rendu compte, comme souvent, qu'il faut aller un peu plus loin dans ses réflexions et que c'est plus complexe et plus nuancé que ça. C'est que Gabrielle n'a pas voulu être dans la lumière, n'a pas voulu écrire sa propre légende et effectivement, comme vous le disiez à l'instant, laisser aux hommes le soin de jouir de l'ego et de cette lumière-là. Et qu'effectivement, moi, je l'ai très vite perçue comme une metteur en scène. Quelqu'un qui aimait être dans les coulisses, mais avec une vraie jouissance des créations qu'elle avait aidé à mener jusqu'au bout, mais toujours prise de distance au moment où ça se produit. Comme si elle aimait le laboratoire, la création, l'essai, la tentative, ces audaces-là, mais qu'à la limite, après, le produit fini fait sa vie et elle s'éloigne. Et c'est vrai qu'elle a été une sorte de metteur en scène pour tous les hommes qu'elle a rencontrés et quelques femmes, même si elle a peu d'amies femmes dans sa vie, mais il y aura par exemple Schiaparelli. Elsa Schiaparelli. Voilà, Elsa Schiaparelli, la grande couturière. Mais effectivement, à chaque fois, elle perçoit, elle aide, elle accouche, elle organise, elle mouille le maillot, j'ai envie de dire. Elle ne mesure pas sa peine. Mais après, elle s'éloigne. D'ailleurs, très souvent, c'est au sens littéral. Elle retourne dans le Jura. Gabrielle, c'est aussi parce qu'on a l'impression que c'est presque un pur esprit. C'est une femme qui adorait la montagne, qui aimait marcher seule dans la montagne, qui a été une des premières femmes à faire de l'alpinisme, à faire du ski, qui aimait être tout simplement un caillou, qui aimait les arbres. Et donc c'est très intéressant parce qu'il faut pas croire qu'il y a une séparation comme ça entre le corps, entre la nature et entre les joutes de l'esprit. Et c'est quelqu'un qui, dès que la lumière arrivait, se retirer dans ses montagnes, dans son Jura, pour être seule, pour continuer tous ces dialogues qu'elle avait entamés avec tous ces artistes dans sa tête. Et c'est vrai que même aujourd'hui, dans une époque où on se met
presque perpétuellement en scène avec les réseaux sociaux, où on crée presque notre vie et notre image avant même que de la vivre, où on est aussi branché sur l'instant présent, parfois à travers les photos qu'on va en montrer. Il y a quelque chose de vertigineux là-dedans. Elle nous fait aussi réfléchir avec cette volonté totale de ne pas exister sur l'affiche. Et c'est vrai que quand elle va mourir, c'est une femme qui va mourir à 104 ans, une très vieille dame, elle est dans un appartement où il ne reste rien. Elle n'a rien gardé, alors qu'elle a possédé en vrac, évidemment, plein de Picabia, mais des Picasso, des Duchamp. Elle avait des lettres et des poèmes d'Apollinaire. Elle a été extrêmement proche, dans la deuxième partie de sa vie, de Calder, de Brancusi, de Stravinsky, de Beckett, etc. Elle a eu toutes ces choses entre les mains parce que ça la faisait vibrer. Il restait rien dans son appartement. Et notamment pour une raison, c'est qu'elle laissait la porte ouverte pour permettre aux clochards du quartier de venir se servir éventuellement dans le frigo pendant la nuit. Et donc ça lui arrivait d'entendre du bruit. Elle disait de rester des yaourts dans le frigo. Voilà, elle laissait les gens circuler. Elle s'en fichait totalement. Et elle est décédée dans ce dénuement qu'elle avait choisi. Alors elle buvait quand même son petit verre de whisky jusqu'au bout. Ça, elle avait quand même 2-3 trucs chez elle. Mais c'est vrai qu'elle n'avait ni cette âme d'être sur le devant de la scène, ni cette âme de possession, pas du tout. Et là, encore une fois, il y a des parties d'elle qui sont vraiment terribles. C'est pas du tout un livre à sa gloire non plus, c'est un portrait de femme avec ses zones d'ombre et ses zones de lumière. Mais ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a interrogée aussi sur notre époque. Sur notre société du spectacle, comme on a tendance à l'appeler. Tout à fait. D'accord. Alors, je vais tricher un peu parce que le temps passe et qu'il y a, plein de papiers. Alors, il y en a un. J'aurais voulu parler d'Apollinaire, mais peut-être que le temps va nous manquer. Mais simplement dire que vous en avez fait vraiment un portrait d'une tendresse, voilà. Cet Apollinaire, effectivement, on a envie de le prendre dans ses bras. C'est un peu une surprise de votre livre. Effectivement, un grand géant très très touchant qui apparaît dans l'histoire de Gabriel. Il y a un petit papier que j'avais posé et qui s'intitulait comme ça, 4 enfants, point d'interrogation. Oula, vaste sujet. Et il nous reste à peine 5-10 minutes. En quelques mots, donc Gabrielle Buffet ne veut pas avoir de mari et d'enfants. Très bien. Elle rencontre Picabia. Elle choisit tout est joué. Voilà, tout est joué. Elle choisit d'abandonner sa carrière de musicienne, de ne pas retourner à Berlin. Exactement. Et d'embrasser la vie de cet homme. Donc, commencent leur vie ensemble. Très vite, on est quand même à une époque, on est en 1908, où un couple ne vit pas ensemble sans être marié, enfin très difficilement. Et donc, Picabia explique à Gabrielle, marions-nous. Elle dit, mais il en est hors de question. Et il lui dit, écoutez, marions-nous, et puis si on s'ennuie, on se démariera, et puis voilà tout. Donc Gabriel dit, très bien, allons-y. Il se marie très très vite, pour être tranquille d'une certaine manière. Et on a l'impression un petit peu que ces deux-là ont oublié la possibilité que quand on fait l'amour, on peut aussi tomber enceinte. C'est-à-dire qu'ils vont avoir ensemble 4 enfants, et on a l'impression qu'à chaque fois, ils se disent, mais alors celui-là, je le pose où et qu'est-ce que j'en fais ? C'est des gens qui ne sont pas des parents. Probablement pour eux, leurs enfants à venir, ce sont les tableaux qu'ils vont créer ensemble. Parce que pour le coup, pour expliciter peut-être un peu aussi cette relation, Picabia, quand il rencontre Gabriel, il fait du néo-impressionnisme, parce que l'impressionnisme, ça y est, ne fait plus scandale. Tout le monde va avoir un tableau impressionniste chez soi. Il en vend comme des petits pains. Il gagne beaucoup d'argent. Ses tableaux s'arrachent. Il est la coqueluche. Il vit une vie de people, on dirait aujourd'hui. Bon, il rencontre Gabriel. Du jour au lendemain, il arrête tout. Il vend, il liquide ses tableaux parce que cette femme lui dit... Très bien, vous peignez des paysages magnifiques, on fait ça depuis longtemps, mais pourquoi est-ce que vous ne peignez pas l'émotion des paysages ? Et là, on voit qu'elle provoque en lui une remise en question totale, à une époque où lui habite juste à côté d'un autre Espagnol qui est en train de se poser des questions qui vont révolutionner l'art. L'autre Pica. C'est Picasso, l'autre voilà, Pica. Exactement, que Picabia détestera jusqu'à la fin de sa vie, probablement à cause d'une jalousie féroce, parce que Picasso est un génie, pas très sympathique, et pas très sympathique avec ses enfants non plus. Pas sympathique avec Apollinaire, d'ailleurs. Non, mais je laisse découvrir dans découvrira, le livre, la relation Picasso-Apollinaire, qui est une passion aussi, qui est très complexe. Mais pour revenir donc, notre couple vont faire des enfants les uns après les autres, et ils sont un peu
le pourquoi de ce livre aussi, puisque donc ce sont mes arrière-grands-parents, Gabriel et Francis Picabia, leur 4e enfant est mon grand-père, et donc c'est pour ça aussi qu'à un moment donné avec notre sœur, on s'est dit mais ce grand-père, parce que le mien de grand-père, le 4e enfant, il s'est suicidé à 27 ans, et laissant ma mère presque orpheline, et d'où le voile noir, d'où la filiation interrompue, et d'où la terrible Gabrielle. Et c'est vrai que ces 4 enfants de Francis et Gabrielle vont être des âmes tourmentées, des vies qui ne trouveront pas leur place avec le poids et l'aura trop dense et de leurs parents. De parents qui ne les ont quasiment pas élevés non plus. Non, on les voit beaucoup en pension en Suisse. Ils sont un peu des objets qu'on déplace comme ça. Qu'on déplace, qu'on laisse dans des consignes de gare. Alors, il faut aussi remettre un tout petit peu dans le contexte. On n'élevait pas les enfants. Lapsus très intéressant. On n'élevait pas les parents. Il faut y réfléchir. On n'élevait pas les enfants au début du siècle comme on les élève aujourd'hui. Et la parentalité n'a rien à voir. C'était très fréquent au début du siècle, dans les familles favorisées, mais même pas que dans les familles bourgeoisie, d'avoir des nounous, d'avoir des gouvernantes qui géraient absolument toute l'intendance et toute l'éducation des enfants. Il y avait aussi cette idée que les enfants, on leur transmettait un nom, une histoire, bien sûr une sorte d'amour, mais il n'y avait pas cette forme de corps à corps que nous, on a avec nos enfants aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut remettre dans ce contexte. Resituer les choses. Mais même pour autant, les Picabia ne veulent rien transmettre à leurs enfants. Ça ne les intéresse pas une seconde. C'est aussi amusant de se rendre compte, et je finirai peut-être sur ces 2 anecdotes, que Gabrielle appelle quasiment tous ses enfants Gabriel, comme si leur donner une identité qui serait autre chose qu'une automutilation d'elle-même n'avait pas vraiment grand intérêt. Ils vont tous se faire appeler autrement. Et pour l'anecdote, le 4e enfant, qui est mon grand-père, arrive dans un contexte où les Picabia vont se séparer. Et le livre se termine là-dessus. Oui. D'ailleurs, vous nous direz pourquoi avoir arrêté le livre à ce moment-là. Elle est enceinte du 4e enfant à un moment donné où ils vont vers la séparation, mais presque d'un commun accord. Ils se sont épuisés l'un et l'autre. Ils vont rester très proches amis toute leur vie, mais à un moment donné, ils ne peuvent plus vivre ensemble. Mais pendant presque un an, ils vivent dans un autre couple à 3 avec une femme, Germaine Everling, qui est une des maîtresses de Picabia. Et alors Picabia est très fort et c'est très dadaïste. Il met enceinte les 2 femmes en même temps, très bien. Donc Germaine et Gabrielle sont enceintes en même temps, chacune d'un garçon. Elles accouchent à quelques mois d'intervalle, et c'est là où le délire est complet, est atteint. Quand les enfants naissent, ils décident de leur donner le même prénom aux 2 petits garçons. Pourquoi s'embêter à leur donner chacun un prénom? Donc ils les appellent tous les 2 Lorenzo. Bon. Et donc on comprendra, mon grand-père va se faire appeler de son 2e prénom pour tenter d'exister, donc il se fera appeler Vicente. Mais simplement cette anecdote donne bien une idée de la problématique de parentalité des 2 Picabia, qui ne peuvent vivre que pour produire, mais certainement pas ni pour perpétuer, ni pour aimer d'ailleurs. Et on parsème le livre de quelques anecdotes sur ces enfants qui n'existent pas du tout, et c'était très dur avec Anne. Ils sont presque absents de ce livre, ce sont des fantômes, parce que de fait, ils n'ont pris aucune place, même s'ils sont tout le temps là. Gabrielle, c'est pas qu'elle est dans des nids de grossesse, mais ça ne change rien. Elle prend le bateau, il y a des tempêtes impossibles, elle est enceinte, elle n'en parle même pas à Picabia. Elle n'en parle pas dans ses notes elle-même. Elle n'en parle pas dans le seul livre qu'elle a fait, elle n'en parle pas dans ses notes. Il y a une anecdote qui est véridique. Quand elle accouche du 2e enfant, quelqu'un appelle Picabia qui est en train de peindre pour dire il faut venir au chevet de Gabrielle. Il accourt en se disant qu'est-ce qui se passe, et là il demande à Gabrielle mais pourquoi êtes-vous couchée? Elle dit non seulement couchée mais accouchée, et il avait complètement zappé la possibilité qu'elle pouvait avoir un enfant. Ils sont dans un déni complet qui dit quelque chose de beaucoup aussi d'histoire de ces milieux artistiques. Nous, avec la distance, on a tendance à porter au nu des artistes qui ont révolutionné notre vision des choses, qui nous ont bouleversés, qui ont tout recréé, qui ont brisé les horizons. Mais ce sont souvent des personnages dont la vie était intense, difficile, violente, et tout cet art-là qu'ils amènent naît beaucoup d'accidents, de brisures, de fêlures. Cette beauté convulsive dont on a pu parler. Cette beauté convulsive, exactement.
Et c'est vrai que ces enfants-là, ces 4 enfants-là, dont on parle très peu dans le livre, sont aussi une sorte de petite colonne vertébrale pour comprendre que les choses, effectivement, ne sont jamais manichéennes et que les personnages même les plus admirables sur le plan artistique ou des idées ont aussi des parts monstrueuses. Mais le monstre, pour moi, c'est ni positif ni négatif. Ils sont un couple monstrueux, ils sont 2 monstres. C'est au sens hors norme. Dans le sens hors norme, exactement. Dans le sens en dehors de la communauté des hommes, et on sait très bien que ceux qu'on désigne comme des monstres font toujours partie de la communauté des hommes de toute façon. Effectivement. Votre livre pose aussi la question de l'écriture. On dit souvent que l'écriture permet de renouer, etc. À l'intérieur même du livre, avec votre sœur, parce qu'il y a des moments de dialogue entre vous, où vous vous exprimez sur la vision que vous portez sur ces différents personnages, se pose la question de l'écriture comme éventuellement une trahison. Le livre est dédié à vos enfants respectifs qui sont nés pendant la rédaction. On se rend compte lorsqu'on le referme que la véritable dédicace se trouve à la fin, très pudiquement, puisque ce livre est dédié à votre mère, que vous l'avez écrit aussi pour renouer cette filiation brisée. Mais à la fois vous écrivez pour renouer, mais avec le sentiment de peut-être trahir votre mère qui était justement dans l'éloignement de ce qui la faisait souffrir, justement, de ne pas avoir été reconnue comme petite fille de ce couple. Cette question de la trahison ou de la transmission, elle vous a accompagné pendant ce livre ? C'est une très très vaste question. En quelques mots, effectivement, donc avec Anne, on avait écrit un certain nombre de livres, chacune de notre côté, et ça nous est un peu tombé dessus, comme si on était tombé de notre chaise, de se dire on va écrire sur Gabriel. À un moment donné, il fallait se poser la question pourquoi on a choisi peut-être le seul sujet qui allait bouleverser notre mère, qui allait lui faire du mal. Nous aurions pu choisir pléthore de sujets communs qui auraient été probablement passionnants à étudier. Pourquoi tout d'un coup il fallait aller à un endroit qui n'était que douleur pour elle? Simplement, on ne l'a pas décidé, il s'est imposé à nous. Et c'est là, parce que j'en parlais avec mes camarades auteurs tout à l'heure, c'est pourquoi on choisit les sujets, pourquoi cela et pas d'autres, qu'est-ce que ça dit de nous? J'imagine que vous en avez parlé avant avec mes deux compagnons qui étaient là avant. Et effectivement, on s'est posé la question de la... Est-ce qu'on faisait une trahison? Et effectivement, le livre n'est pas dédié à notre mère, il est dédié à nos filles qui sont nées pendant qu'on écrivait ce livre. Après, c'est aussi une histoire de filiation qu'on continue. Peut-être aussi parce que nous, on ne nous a pas transmis d'histoire familiale et que tout d'un coup, nous, on la transmet à l'envers. On transmet à notre mère sa propre histoire et en le faisant, on le transmet aussi à nos filles qui peut-être un jour liront ce livre. Et c'est vrai que notre mère, elle s'appelle Lélia. Ça veut dire la nuit en hébreu. Tout un programme. Appeler son enfant la nuit, c'est compliqué, quoi. Et c'est vrai que on l'a écrit pour nous, pour Anne et moi peut-être nouer un dialogue qu'on n'avait pas sur ces sujets-là. On l'a écrit pour 1000 raisons. Et c'est vrai que quand on a fini le livre, on s'est rendu compte que c'était pour notre mère. Et c'est là où on voit, et j'imagine que nous sommes tous pareils dans cette pièce, le lien avec nos ascendants, avec nos parents, avec nos secrets de famille, c'est quelque chose qui nous innerve en permanence dans des sens positifs et négatifs, dont on ne peut pas complètement échapper, auxquels on ne peut pas complètement échapper, et qui parfois nous font faire des actes inconscients et des décisions inconscientes. Et c'est vrai que finalement, on a écrit ce livre pour notre mère en choisissant ce qui lui faisait le plus mal au monde. Et donc c'est vrai qu'il y a une sorte d'oxymore là-dedans, un paradoxe, mais qui dit aussi pourquoi est-ce que la littérature, et ça abîme et ça répare, et ça détruit pour reconstruire, tout ça. Et effectivement, notre mère, qui n'est jamais dans le livre, elle était là, et on a renoué un fil qui avait été abîmé et qu'il fallait renouer d'une certaine manière. Et comment l'a-t-elle reçu ? Alors, au début, on lui avait donné le livre bien avant qu'il sorte, évidemment. Et puis, elle ne le lisait pas. Et je disais, mais c'est pas grave, si tu n'as pas envie de le lire, tu le liras plus tard ou tu le liras jamais. Enfin, on est libre. C'est bien une chose, notre mère est assez doucement folle dingue. C'est bien une chose qu'elle nous a appris quand on était petite, c'est faites ce que vous avez besoin de faire, faites ce que vous avez envie de faire. Donc, elle n'allait pas nous dire de ne pas écrire ce livre. Mais bref, donc elle a le livre, elle ne le lit pas. Je dis, très bien, pas de problème. Puis à un moment donné, elle me dit, ah, j'ai lu, c'est super.
Et alors je dis, ah oui, qu'est-ce que tu as pensé de Guillaume Apollinaire, et puis du passage en Suisse? Puis alors je me rends compte qu'elle ne voit pas du tout de quoi je parle. Et là, je comprends qu'elle me ment, en fait. Et je dis, tu sais, encore une fois, tu as le droit, c'est ton droit le plus absolu, de ne jamais le lire. Tu n'as pas besoin de me mentir. Oui, bon, très bien. Du temps passe, et un matin, je reçois un texto, et elle me dit, Claire, j'ai lu le livre, rappelle-moi. Il était 6h du matin, j'ai su qu'elle avait vraiment lu le livre. Et, ok. Et ce qui est amusant, c'est que je l'ai appelée, on a parlé longuement au téléphone, et en fait, elle parlait de ce livre comme si ça n'avait aucun lien avec elle. Comme si ça n'avait pas été écrit par ses 2 filles, et comme si les personnages dont on parlait n'étaient pas des gens de sa famille. Elle en parlait comme si elle avait lu un polar. Elle disait, et alors Francis, mais quel sacré coco, puis alors, quand il est à New York, il fait ci, il fait ça, et puis Marcel, etc. Et elle avait tout pris avec une distance immense, mais je me suis dit, c'est en même temps la lecture, la seule lecture peut-être qu'elle pouvait faire, que le reste lui appartient, c'est quelqu'un de très pudique, et puis quelque part, quel plus beau compliment de l'avoir lu comme un roman policier, et c'était peut-être le plus grand compliment qu'elle pouvait nous faire à Anne et à moi. Je tiens à dire que ça ne doit pas être évident pour un parent d'avoir 2 enfants écrivains, et que pour ça, voilà, je l'excuse de tout, parce que la pauvre, ça n'a pas toujours été simple. Très bien. Eh bien, nous arrivons au terme de l'échange. Merci beaucoup, Claire, d'être venue nous parler ainsi de Gabriel, de Francis, de Guillaume. Ils sont tous dans le livre, dans ce vrai tourbillon que vous avez écrit avec votre sœur Gabrielle, donc qu'on peut retrouver en librairie, que vous allez retourner dédicacer. Merci infiniment de nous l'avoir apporté. Merci à vous. Bonne journée.